Dès sa plus tendre enfance, Alexandra se distinguait par son agitation et son caractère vif. Un vrai garçon manqué en jupe, comme plaisantaient sans les voisins. Sa compagnie se composait principalement de garçons, avec lesquels elle grimpait aux arbres, franchissait des clôtures et organisait des jeux de guerre bruyants. Après avoir terminé l'école, nonobstant les plaintes de sa mère et les interdictions catégoriques de son père, Alexandra fit sa valise et partit conquérir la ville pour étudier la géologie. Et pourquoi cela précisément ? Soupirait sa mère. Tu n'as pas choisi une occupation de fille. Tu vas rôder dans les rochers en pantalon de randonnée avec un équipement lourd et déterrer des échantillons. Mais l'obstiné insista et disparut instantanément de son pays natal. Ce n'est pas pour rien que le dicton populaire dit « Donne à une fille un nom masculin et son tempérament sera à l'avenant ». À l'université, elle fut admise sans difficulté. La science la fascinait et lui venait facilement, sans effort particulier. Mais le destin en décida autrement. En 3e année d'études, lors d'une fête étudiante, elle rencontra un garçon avec une guitare que ses pairs appelaient, non pour une raison quelconque, par son patronyme, Gerasimich. Peut-être la raison était-elle qu'il était plus âgé que les autres. Il s'était inscrit à l'université après son service militaire et terminait maintenant sa formation en sylviculture. Sur son passeport, il s'appelait Sergueï. Toutes les filles le regardaient bien bouche bée. Mais son choix tomba précisément sur Alexandra. La relation se développa rapidement et passionnément. La jeune fille perdit sa sagesse, négligea ses études, et quand Sergueï l'invita à déménager dans un lieu isolé où il devait accomplir 3 ans de service obligatoire, elle quitta tout sans hésitation et suivit son bien-aimé. Elle n'informa même pas ses parents de sa décision. Elle ne voulait pas entendre les sévères réprimandes de son père et les plaintes inquiètes de sa mère. Elle décida de s'installer d'abord au nouvel endroit, puis de raconter ses projets à ses parents. Sacha comprenait que la vie dans un village reculé de la taïga ne serait pas facile, mais elle serait aux côtés de son bien-aimé, même dans une cabane. La réalité s'avéra différente. On leur attribua une vieille maisonnette où le vent sifflait par toutes les fentes. Serjocha commença à travailler comme garde forestier et disparaissait dans la forêt pendant des semaines. Il disait qu'il devait tout explorer, tout comprendre et gagner le respect des habitants locaux. Pour cela, il se présentait à tous par son patronyme, Gerasimich. C'est ainsi que ce nom s'imposa pour lui parmi les villageois. Sachka passait son temps seul à la maison et se sentait emprisonné. Les amis étaient en des loin, et avec les femmes locales, aucun contact ne s'établit, bien qu'elle ne s'y efforçât pas particulièrement non plus. Son statut incertain la pesait beaucoup. Sergueï ne lui avait toujours pas fait de demande. Elle n'était ni épouse ni fiancée, mais quelque chose d'incompréhensible. Quand elle abordait ce sujet, Sergueï réagissait avec irritation. « Ne te suffit-il pas que je t'aime ? As-tu besoin d'une formalité ?» Cependant, lorsque Sacha attendit un enfant, ils formalisèrent enfin officiellement leur relation. 1 an après le déménagement, des jumeaux naquirent, Pavel et Nathalie. Sergueï accueillit leur arrivée sans enthousiasme particulier. Il disparaissait de plus en plus souvent dans la taïga. Il rénova une cabane, créa plusieurs cachettes secrètes dans différentes zones de son vaste territoire. Il devint irritable et renfermé, ne partageait pas ses problèmes avec Sacha, bien qu'elle remarquât que quelque chose l'inquiétait. Parfois, il révélait qu'il n'aimait pas du tout organiser des chasses pour des personnalités de haut rang et les servir. Et cela devenait de plus en plus régulier. « Rien. Tiens bon, Sacha. Bientôt, nos 3 années obligatoires se termineront et nous quitterons cet endroit pour toujours, » rassurait-il sa femme. Il ne restait plus beaucoup, seulement quelques mois. Entre eux, il n'y avait plus l'intimité et la compréhension d'autrefois. Mais leur plan n'était assez pas destiné à se réaliser. Lors d'une autre chasse avec des fonctionnaires locaux, un incident imprévu se produisit avec une personne. Peut-être n'était-ce pas un hasard. Sergueï affirmait qu'on lui avait tendu un piège, qu'on le punissait pour son caractère inflexible. Mais personne ne crut sa version. Après l'annonce d'une peine de 4 ans, Sacha resta seul avec les enfants au village.
Les offres d'aide des parents et de déménagement chez eux furent catégoriquement refusées par la jeune fille. Elle trouva du travail dans une ferme et s'absorba dans l'attente de son mari, tout en élevant la génération montante. Les années ne s'arrêtaient pas et les enfants grandissaient rapidement, comme des champignons de forêt après une averse. Un jour, Pavel découvrit dans un fourré de la forêt un jeune corbeau solitaire. Comment l'oiseau était arrivé là? Un mystère pour tous. Le garçon tint longtemps dans ses mains le jeune emplumé et chercha des corbeaux adultes du regard. L'oisillon effrayé poussait des cris forts, mais ses congénères n'apparurent pas. Pas un seul corbeau n'était visible à proximité. « Mère, que dois-je faire de lui ?» cria Pavel. « Nous ne pouvons pas le laisser ici sans protection. »« Nous l'emmenons à la maison, » répondit Sacha, qui voulait encourager chez ses enfants une bonne relation avec le monde naturel. « Et toi, crie plus fort. Peut-être que ta famille t'entendra. Si des parents apparaissent, nous te libérerons, » instruisit le garçon au jeune oiseau. La famille construisit une cage spacieuse pour l'orphelin, se procura des vers comme nourriture, le baptisa du nom de Savli et installa son foyer sur le rebord de la fenêtre. Au fil du temps, le bruyant jeune oiseau se transforma en un corbeau imposant. Savli s'habitua à l'environnement domestique, se posant souvent sur les épaules des enfants ou explorant la cuisine à la recherche de nourriture. Sacha avait depuis longtemps ouvert la porte de la cage et donné la liberté à l'animal de compagnie, mais le monde extérieur n'attirait pas Savli. Le corbeau volait jusqu'aux arbres forestiers proches, mais revenait toujours à son rebord de fenêtre. Ainsi, il continua à vivre avec les humains et ne visitait qu'occasionnellement l'épaisseur de la forêt. Lorsque Sergueï revint de détention, il était méconnaissable. L'exécution de la peine avait complètement changé sa personnalité, ou peut-être l'environnement et les conditions de détention l'avaient influencé. De plus en plus souvent, il montrait de l'agressivité envers sa femme. Parfois même, les petits en recevaient. La situation était aggravée par l'alcool, sous l'influence duquel il devenait incontrôlable. Sacha défendait désespérément les enfants. Elle s'opposait à son mari sans peur, comme dans son enfance. Son caractère combatif n'avait pas disparu. Elle entrait en conflit avec son époux car elle résistait et refusait d'obéir. Mais la force masculine restait néanmoins supérieure. Un jour, après une dispute familiale, il enferma sa femme dans une remise. Pendant que Sacha reprenait conscience, son mari prit les enfants et les conduisit dans la forêt qui bordait leur propriété. Quand la femme se libéra avec difficulté en brisant les planches du grenier, la maison l'accueillit avec un vide. Même la cage de son corbeau Savli était vide. L'oiseau avait également disparu. Sacha se sentit mal. Où devrait-elle chercher Sergueï avec les enfants? La taïga est sans fin, et il en connaît chaque recoin. Il a de nombreux endroits cachés que personne ne trouvera. Sacha elle-même se perdrait presque immédiatement. Et à quoi cela servirait-il alors? La femme était perplexe, pour une raison quelconque. Elle décida de ne pas s'adresser aux autorités officielles, car Sergueï pourrait être à nouveau isolé, et elle croyait toujours que leur relation pourrait être restaurée. Elle espérait que son mari changerait. Sacha comprenait. Il la blessait à travers les enfants et lui infligeait délibérément une douleur émotionnelle. Mais quel mal pourrait-il arriver aux enfants près de leur propre père? Il les protégerait, si nécessaire. Elle commença à attendre leur retour, mais ils ne revinrent pas. Le lendemain, vers le soir, Savli apparut dans la cour. Dans son bec, il apportait quelque chose, un ruban de la tête de Natacha. Le cœur de la mère s'arrêta, mais Sacha se calma, probablement qu'il avait simplement glissé de la tête de sa fille, et Savli l'avait ramassé. La femme continua d'espérer que son mari reviendrait avec les enfants. Le jour suivant, le corbeau livra un bouton de la veste de Pavel. C'est alors que Sacha s'inquiéta sérieusement. Les enfants lui envoyaient évidemment des signaux. C'est ainsi qu'elle décida et suivit l'oiseau. Après 3 heures de marche à travers la forêt, franchissant des ravins et des chablis, elle les découvrit dans un trou souterrain presque invisible. L'entrée était étayée de l'extérieur par un tronc massif. À travers une fenêtre brisée, Pacha donnait des objets à Savli et lui ordonnait de les apporter à sa mère. Il croyait qu'elle comprendrait et les trouverait. « Et où est papa ?»
demanda Sacha aux enfants lorsqu'elle les libéra et les prit dans ses bras. « Il est parti chercher du bois pour le poêle, mais il n'est pas revenu. Nous le retrouverons, n'est-ce pas, maman ?» Mais Sacha avait déjà tout compris. Elle ne reverrait jamais son Sergueï. Et c'est ce qui se passa. On le retrouva quelques jours plus tard dans la rivière. Si cela s'était produit par sa propre volonté ou accidentellement, cela n'a pas pu être déterminé. Sans le corbeau Savely, qui fit preuve d'une incroyable perspicacité, les enfants auraient eu beaucoup de difficultés dans ce trou souterrain forestier. Sacha ne se permettait même pas de penser au pire dénouement.